Mesdames et messieurs, bonsoir. RTI1 reçoit aujourd'hui le ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Komenan Kwasi Adjoumani, pour nous présenter la politique ivoirienne de production animale et halieutique, justement, surtout les acquis et les perspectives pour une autosuffisance effective en Côte d'Ivoire. On fera le tour de toutes les activités du département ministériel. On parlera élevage, bien entendu. On parlera aussi hygiène publique. On parlera pêche et aquaculture. Bonsoir, monsieur le ministre. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Et pour vous interroger, nous avons appelé Augustin Kuyo. Bonsoir, Augustin. Bonsoir. Augustin Kuyo est journaliste et il est le rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. Merci d'être là. Merci. Régis Kofi est, lui, dans le studio voisin, le studio B, pour nous faire part des préoccupations des téléspectateurs. Et vous pourrez le joindre au 22 40 12 58, vous qui nous suivez. Monsieur le ministre, je voudrais m'adresser à vous tout de suite pour vous dire que, vous le savez, vous êtes beaucoup attendu. Vous êtes forcément attendu, vous le savez, parce que les populations en Côte d'Ivoire sont très sensibles aux maladies qui attaquent les animaux, très sensibles au déficit de viande ou de poisson, parce que quelquefois, ça arrive. Vous le savez. Oui, je le sais. Très bien. Alors, aujourd'hui, comment se porte votre département de façon générale? Au moment d'entamer cette émission, je voudrais profiter de mon micro pour dire merci à Monsieur le ministre de la Communication et des Médias qui était avec nous tout à l'heure, qui a l'initiative de cette émission. Je n'oublie pas de saluer le directeur général de la RTI, ainsi que tous les agents de cette grande structure pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler des acquis et des perspectives de notre ministère en ce qui concerne les différents secteurs d'activité. Je puis vous dire que les ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire se portent bien. Elle se porte bien. Nous avons fait le tour de certaines villes de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que nous avons constaté totalement, mais vous avez l'occasion de nous dire ce qui est la vérité aujourd'hui. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? C'est le premier point que nous allons aborder, la politique de développement de l'élevage. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de l'élevage en Côte d'Ivoire, monsieur le ministre? Il faut reconnaître que, comme l'a dit Feu Félix Houphouët-Boigny, le succès de la Côte d'Ivoire repose essentiellement sur l'agriculture. Lorsque nous parlons d'agriculture, il y a le volet végétal et le volet ressources animales et halieutiques. De 1972 à 1973, il y a eu la longue sécheresse qui a frappé les pays du Sahel. Et le président Félix Houphouët-Boigny avait pris l'engagement de décréter l'élevage comme étant une priorité nationale. À ce titre, il a mis en place des structures d'encadrement telles que la SODEPRA pour pouvoir développer l'élevage en Côte d'Ivoire, quoique notre pays n'avait pas pour vocation l'élevage. Donc nous ne sommes pas un pays à vocation pastorale. Malheureusement, en 1993, ces structures d'encadrement ont disparu en raison des contraintes que nous avons connues à l'occasion de ce que vous savez. Il fallait restructurer nos différentes structures concernées par les développements des différents secteurs d'activité. Et avec le président Alassane Ouattara, dès qu'il a accédé au pouvoir en 2011, il nous a autorisé de mettre en place un plan stratégique
de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. En ce qui concerne le volet élevage, il faut considérer que nous avons, d'une part, les filières volailles, filières au niveau porcin et la filière viande bétail. Bon, la filière bétail qui est composée de deux types. Il y a les gros ruminants et les petits ruminants. Les gros ruminants sont les bovins. Les petits ruminants sont les caprins et les ovins. Lorsque vous tenez compte de nos statistiques, nous sommes passés de 2011 à aujourd'hui à plusieurs étapes. En 2011, notre production était de l'ordre de 47 000 tonnes 47 000 tonnes. 47 000 tonnes équivalent carcasse, en ce qui concerne les viandes et les abats. Aujourd'hui, nous sommes à 63 000 tonnes, soit une progression de l'ordre de 33%. Ça veut dire qu'il y a eu un bond prodigieux qui a été fait. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à couvrir l'ensemble de nos besoins. Nous sommes à 48% contre 52%. Cela veut dire qu'il y a un déficit et ce déficit-là est comblé par les importations d'animaux vivants qui nous arrivent pour la plupart du Mali et du Burkina Faso. Dans tous les cas, nous avons mis en place une politique de développement qui nous permet aujourd'hui d'atteindre progressivement nos objectifs. Voyez-vous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des stations d'élevage et nous avons une structure d'encadrement de ces élevages-là au niveau des stations qu'on appelle PROGI, qui est un projet de gestion intégrée des rangs et stations au niveau des élevages. Avec la crise que nous avons connue, ces ranchs ont été décimés. Nous étions en 2002 à plus de 25 000 têtes de bovins. Malheureusement, après la crise, lorsque nous avons fait le point, nous avons constaté qu'il restait seulement 400 têtes de bovins. Du fait de la crise. Du fait de la crise. Et même les 400 têtes de bovins qui existaient, ce sont des bovins qui étaient devenus sauvages, puisqu'on allait les prendre, tirer sur ces animaux, et ça a été une lourde perte pour la Côte d'Ivoire. Nous avons donc tenté de délocaliser ces stations en mettant en place une station d'élevage du côté de Yamoussoukro et une autre du côté de Toumoudi. Nous avons décidé donc de faire du repeuplement en achetant des animaux et en essayant même de faire des croisements, parce que l'objectif que nous visions, c'était de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse disposer d'animaux performants. Donc nous avons fait venir des animaux d'Europe et nous avons fait des croisements. Sur la base des croisements, nous avons eu des animaux performants que nous mettons à la disposition d'autres structures d'encadrement telles que PADECI, qui est un programme de développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous produisons et après nous mettons à la disposition des éleveurs des noyaux de bovins comme c'était par le passé. C'est dire qu'avec le président Alassane Ouattara, nous avons connu quand même un succès, même si nos objectifs ne sont pas encore atteints. Et sur la question, Augustin Monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure de la priorité, c'est-à-dire que le président Houphouët-Boigny avait fait de l'élevage une priorité avec la création de la SODEPRA. On sait que depuis le début des années 90, la SODEPRA a été dissoute. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que l'élevage est encore une priorité?
Parce qu'on ne voit pas ce qui a remplacé la SODEPRA. Qu'est-ce qui a remplacé la SODEPRA? Justement, je vous parlais tout à l'heure du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. Dans ce plan est une déclinaison partielle du PNIA. Et nous avons, dans le cadre de ce plan, prévu 2 structures d'encadrement présentées sous forme d'agence. L'agence d'encadrement de l'élevage en Côte d'Ivoire et une autre agence qui va s'occuper de la pêche et de l'aquaculture. Ce sont des structures nouvelles que nous allons créer pour pouvoir encadrer les éleveurs. C'est vrai, la disparition de la SODEPRA a été fatale pour la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le volet élevage. Mais le président de la République a autorisé que nous puissions mettre ce plan. Autrefois, vous étiez dans les villages, on voyait des agents de la SODEPRA venir faire des vaccinations. Et à l'époque, c'est nous-mêmes qui partions attraper les animaux pour les mettre à leur disposition. Et cet encadrement-là a disparu. C'est vrai, il y a l'ANADER qui tente de faire ce qu'il peut, mais est-ce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas aller au-delà de cette imagination-là pour mettre en place une politique adaptée qui tienne compte des réalités du moment? Donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, mais vous n'allez pas non plus dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous constatons de la pénurie. Nos marchés sont abondamment fournis. Il suffit d'y aller pour se rendre compte de cette évidence. C'est fourni justement parce qu'il y a une bonne partie de la viande qui est, enfin, des animaux, du bétail qui est importé du Burkina, comme vous l'avez dit. Nous ne faisons que parler. Oui. Pour l'heure, nous parlons de la filière bétail-viande. Oui. Et nous disons que notre pays, quoi qu'on dise, n'a pas de vocation pastorale. Mais nous tentons de le faire. Pourquoi est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire n'a pas vocation? Oui, mais parce qu'à un moment donné, on s'est plus intéressé aux productions végétales, le café, le cacao et bien d'autres spéculations. On ne peut pas inverser ça? Mais on est en train d'inverser. Puisque ça ne se sent pas vraiment? Mais vous ne le sentez pas, mais nous qui y sommes, nous le sentons. Mais il faut que la population le sente. Vous avez mangé du poisson aujourd'hui, vous avez mangé de la viande. Et parfois importé, souvent importé. Non, pas forcément. Du poisson surgelé. Donc tout à l'heure, on parlera des poissons. Oui. Mais pour l'heure, nous en sommes à la filière bétail-viande. Mais soyez rassurés, tel que je vous ai dit, il y aura donc ces agences dont j'ai parlé qui vont être créées et qui vont permettre de booster notre élevage. Vous voyez que nous avons le salon de l'agriculture et souvent nous faisons même des déplacements pour aller en Europe. Nous avons fait venir des animaux, nous procédons par des inséminations artificielles. L'objectif, c'est de pouvoir produire abondamment. Aujourd'hui, allez-y dans nos stations. Vous allez voir que nous avons fait venir des animaux, nous avons fait des croisements avec la race locale, qui sont des animaux rustiques et qui s'adaptent bien sûr, à notre climat. Mais lorsque vous prenez les résultats que nous avons ici, que vous les comparez aux résultats que nous avons en Europe, ils sont presque identiques. Et voyez-vous, ici par exemple, nos animaux produisent 1 litre à 2 litres de lait par jour. Mais avec les croisements que nous avons faits, nous sommes à 12 litres de lait par jour. Donc, il y a une avancée notable dans ce domaine-là. En matière, par exemple, d'animaux, par rapport à la performance dont je vous ai parlé, suite au croisement que nous faisons, prenez un animal qui a le même âge, un animal au niveau de la race locale et un animal issu des croisements. Lorsque vous les élevez, vous les mettez dans les mêmes conditions d'élevage, au bout de 2 ans,
vous allez faire le constat que l'animal issu du croisement a plus de 200 kilos de différence que l'animal au niveau local. C'est dire qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Et vous-même, vous dites que vous êtes allé dans nos stations. Et justement, cette idée, nous avons voulu la vérifier en allant sur le terrain. Et la Côte d'Ivoire importe environ, vous pourrez rectifier le chiffre si ce n'est pas juste, environ 83% de produits laitiers, tandis que le besoin en viande est de 55%. Pour combler ce déficit, le ministère des Ressources animales et halieutiques a initié un programme de promotion des filières lait, bétail et volaille. Il s'agit de deux grands projets, à savoir le programme d'appui du développement de l'élevage en côte et le projet de gestion intégrée des ranches et stations. Alors, quel est l'objectif de ces différents projets et quel en est l'impact sur les bénéficiaires et quelles difficultés rencontrées que le secteur rencontre? Astou Touré était dans la région de Yamoussoukro pour constater. Aboubacar Traoré est éleveur de volailles, une activité qu'il exerce depuis 2013. En 2016, il tente d'aller à l'aventure, précisément en Ukraine, puis à Paris, grâce aux fruits de son labeur. Malheureusement, l'expérience s'avère infructueuse. Aboubacar se retrouve ainsi au point de départ. De retour au pays, il tente de reprendre cette activité d'éleveur qui autrefois l'avait enrichi. Ce succès, il le doit en partie au projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques. J'ai été victime, j'ai gaspillé près de 3,5 millions pour dire que je partais à l'aventure. Mais ces 3,5 millions, s'il y avait investi ici, alors que ce n'est pas d'ici qui m'avait donné l'appui. Aujourd'hui, j'ai laissé mon travail pour dire que je vais en Europe. Ça m'a coûté très cher. Grâce à ses maigres moyens, Aboubacar s'est construit une ferme plus grande d'une capacité de 1250 poules de type pondeuse et 2500 de type chair. Il plaide pour une reprise de ce projet d'appui. Je demande une doléance avec pas d'ici encore s'ils peuvent m'aider, me réinstaller, me donner au moins 1000 poulets pour redémarrer tout en zéro encore. François Allah s'est engagé depuis 2011 dans l'élevage de porcs. D'un Vera et 5 truies à l'entame, à présent, il dispose de plus de 70 bêtes après vente. Au début, nous n'avons pas eu de bêtes. On avait couru partout, par manque de moyens. On n'a pas eu les premiers animaux. Mais Dieu merci, nous avons rencontré le projet Pas d'ici, qui nous a expliqué comment est-ce qu'on pouvait s'en enquérir. Le projet lui a permis d'être autonome. Aujourd'hui, nous arrivons à vendre et puis avoir de l'argent, quoi satisfaire nos besoins. Avec un secteur qui demeure encore dans les formels, cet éleveur dénonce la fluctuation des prix à l'achat et l'augmentation du coût des aliments destinés à nourrir les bêtes. Au niveau de l'ensemble, les éleveurs ne sont pas organisés, ce qui fait que les prix ne sont pas stables. D'un éleveur à un autre, il peut vendre le kilo, si nous on vend à 1500, il peut vendre à 1300. Et puis de deux, il y a l'alimentation, puisque le coût des matières monte. Le projet d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, PADECI, a été initié en 2012 en vue de promouvoir l'élevage dans sa globalité. Dans le centre du pays, 112 éleveurs ont été installés. Cette région enregistre un budget global de 22 millions de francs CFA et environ 124 millions pour les autres antennes. Au niveau du PADECI, on donne des noyaux d'élevage à tous ceux qui en ont besoin, mais en tenant compte aussi de l'âge. Et donc le projet concerne beaucoup plus les jeunes. Le PADECI a suscité beaucoup d'intérêt au sein des populations. Actuellement, sur notre table, on peut avoir 800 à 900 dossiers. Après les études, on n'a pas pu installer une centaine. L'enceinte de la station sémencière de Yamoussoukro abrite également la station laitière. Laurent Zappa est un ingénieur agronome et généticien. Sa mission, c'est de développer des espèces bovines à travers des croisements entre la race locale appelée Ndama et des races européennes afin de produire plus de lait. La Ndama, c'est une race qui est trypanotolérante. Elle est résistante dans l'environnement ivoirien. Elle est très bien adaptée
sauf que sa production en termes de viande et en termes de lait ne sont pas assez importantes. Et c'est ainsi que l'État a décidé, à travers le projet, de pouvoir développer une génétique en vue de créer cette race laitière en Côte d'Ivoire. C'est dans cette ferme privée, située dans la région du Bois-Flé, qu'est conservée la race pure venue d'Europe, qui a permis de faire le croisement avec la race locale. Des produits dérivés existent déjà sur le marché. Développer une filière laitière nécessite une alimentation adaptée aux besoins. Faustin Coutouan est le chef de la station sémencière de Yamoussoukro. Son rôle est de produire des semences destinées à l'alimentation des bêtes. Le système actuel d'alimentation de nos élevages, donc basé sur le pâturage naturel, n'est pas soutenable. Parce qu'à cause des conflits agriculteurs-éleveurs qui sont très souvent meurtriers, il y a aussi que le pâturage naturel est un pâturage communautaire. Alors il faut penser à un autre système d'alimentation. Et penser à un autre système d'alimentation, c'est d'avoir le matériel végétal de qualité. Et c'est ce matériel végétal-là que nous mettons à la disposition des éleveurs au travers des semences. La Côte d'Ivoire dispose de 10 ranchs et stations respectivement, situées au centre et au nord du pays. Plusieurs d'entre eux ont payé le lourd tribut de la crise de 2002. Le Centre national ovin de Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. On a réhabilité les bâtiments à usage de logement pour mettre les travailleurs. On a construit un certain nombre de bergeries pour mettre des animaux. On a aussi réhabilité tout ce qui est infrastructure hydraulique. On a aussi réhabilité aussi un barrage, et on a mis ce centre en route. Le château d'eau et quelques bâtiments ont été rénovés. Ce centre est à environ 30% de taux de réhabilitation. Le réfectoire, les salles de formation, les laboratoires et les logements demandent encore à sortir des broussailles. Ce centre-là, c'est l'endroit, si tous les Ivoiriens qui doivent faire de l'élevage dans le domaine ovin, c'est ici on doit passer, parce qu'il y a un centre de formation qui est de 40 apprenants. Et ce centre de formation-là, au bout de chaque session, il y a les meilleurs qui bénéficient de noyaux. C'est pour ça que dans toute la zone de Béomi, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éleveurs ovins. Les moyens faisant défaut, le ministère se tourne vers un partenariat public-privé. Dans la vision que l'État de Côte d'Ivoire a donnée, il a été décidé à terme de conserver 2 stations, le Centre national ovin de Béomi et la station de Toumokro en matière de recherche et développement. Maintenant, les autres stations vont passer en PPP. PPP, on va commencer par Toumoudi où il y aura la création d'un complexe agro-industriel qui va permettre de pouvoir produire du lait et tout ce qui est dérivé laitier. Donc là, il y a des promesses de financement qui tournent déjà autour de près de 40 milliards au niveau de Toumoudi seulement, pour 1500 hectares. Et à terme, on va aller dans un financement qui va tourner autour de pour pas moins de 300-400 milliards de francs CFA. Le PADECI et le PROGIR sont 2 politiques découlant du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture du ministère des Ressources animales et halieutiques. Monsieur le ministre, vous avez décrit tout à l'heure une situation rassurante, mais lorsqu'on regarde ce reportage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de difficultés encore. Et cela nous amène à vous poser la question de savoir, est-ce que vous pouvez faire véritablement face à la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de l'État? Mais tout à l'heure, quand je vous parlais, oui, j'ai fait allusion à ce que nous produisions et au niveau auquel nous étions en 2011. Oui. Je vous ai dit que nous étions à 47 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 63 000 tonnes. Et je vous ai dit qu'il y a 33% d'augmentation de production. Mais voyez-vous, tout à l'heure, vous avez eu la chance de voir toutes ces stations qui n'existaient pratiquement plus. Et c'est depuis 2011 jusqu'à maintenant que nous avons procédé à leur réhabilitation. On a parlé de 10 stations d'élevage en Côte d'Ivoire. En son temps, le président Félix Houphouët-Boigny avait financé toutes ces stations à hauteur de 170 milliards de francs CFA. Elles ont été décimées. Le président Alassane Ouattara est arrivé. Nous avons fait des programmes de gestion de ces stations et aujourd'hui, nous en sommes à ces résultats-là. Monsieur le ministre. Je vous dis que,
En 2011, lorsque nous sommes allés sur le terrain, vous avez vu la station ovine de Boaké, Oui. qui est située à Béoumi. Pratiquement, elle n'existait plus. Même les toits des maisons avaient été enlevés. Et vous avez vu qu'il y a une réhabilitation qui est en train d'être faite. Ça veut dire que le gouvernement ivoirien a pris à bras le corps cette notion de réhabilitation de l'ensemble des infrastructures, parce qu'autrefois, on donnait des noyaux de bovins. Mais maintenant, on a commencé par le faire. Vous avez vu les différents témoignages des personnes bénéficiaires de ces projets-là. Mais c'est progressivement que nous allons atteindre nos objectifs. Nous ne parlons que de cette spéculation. Mais dans d'autres domaines, nous sommes allés au-delà de nos espérances. Monsieur le ministre, oui. Alors vous parlez de progrès, oui. Mais le plan stratégique, c'est 2014-2020. Et là-dedans, en 2020, on doit avoir atteint les objectifs. Or, là, on constate qu'on est très loin des objectifs. Qu'est-ce que vous dites? Le plan stratégique ne nous dit pas qu'au bout de 2020, nous allons être autosuffisants en protéines animales. C'est les objectifs. Mais nous allons faire des efforts pour permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un minimum pour faire face aux besoins quotidiens des Ivoiriens. Mais le plan ne parle pas de minimum, il parle d'atteindre des objectifs d'autosuffisance. Oui, mais c'est progressivement qu'on va le faire. Et je vous ai dit en 2011... Selon vous, quand est-ce qu'on pourra arriver à l'autosuffisance? Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça... Le président Houphouët-Boigny a toujours chanté cette notion d'autosuffisance alimentaire. Oui. Après lui, d'autres personnes sont arrivées, mais on n'a jamais atteint cet objectif. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par un coup de baguette magique, qu'est-ce qui manque? C'est le financement qui manque? Non, ça dépend. Il y a le problème de financement, parce que, voyez-vous, aucune banque aujourd'hui n'est prête à financer le secteur d'élevage. Et pourquoi? Mais il y a des programmes qui sont là. Mais lorsque, allez-y demander aux opérateurs économiques, même quand ils disposent d'élevage, qu'ils font des demandes pour permettre qu'on leur mette à disposition des moyens, mais ça ne marche pas. C'est pour cela que, dans le cadre du partenariat public-privé, nous entendons relancer l'élevage en Côte d'Ivoire. Et Dieu merci, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est éligible au code d'investissement. Et je crois que lorsque les opérateurs vont venir en Côte d'Ivoire, ils vont trouver qu'il y a des moyens qui sont mis en place pour leur permettre, pour leur faciliter leur insertion au niveau de la Côte d'Ivoire. L'accès au financement est l'un des éléments du plan stratégique dont vous parlez tout à l'heure. Alors, comment est-ce que vous allez vous arranger pour que les banques soient rassurées? Parce que si les banques ne prêtent pas ou ne financent pas, c'est peut-être parce qu'elles constatent que les organisations professionnelles du secteur ne sont pas assez fiables ou même assez solides. Alors, quel soutien l'État leur apporte pour qu'elles puissent bénéficier des financements? D'abord, au niveau de notre ministère, il y a des projets de développement dont je vous ai parlé. On a même installé des éleveurs avec les moyens que l'État mène à notre disposition. Je vous ai parlé des repeuplements au niveau de nos différentes stations. Mais lorsque nous faisons du repeuplement, mais nous mettons à la disposition de PADECI, qui est un autre projet dont l'objet consiste à développer l'élevage en Côte d'Ivoire et à mettre à disposition des éleveurs des noyaux de bovins. Vous l'avez vu aussi. Mais on ne peut pas faire tout d'un coup. Il faut le faire progressivement. Mais quand vous voyez l'évolution qui a été faite de 2011 à maintenant, vous pouvez être rassuré que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, mais cet objectif-là peut être atteint. C'est un plan qu'on a mis en place pour initier quelque chose. Et nous ne disons pas qu'au bout de ce plan, forcément, nous allons atteindre l'autosuffisance
en protéines Mais je vous pose la question quand même. Tout à l'heure, on a vu dans le reportage, on a parlé de la filière porcine, on a parlé aussi de la filière avicole. Est-ce que déjà, à mi-chemin, vous pouvez dire qu'un objectif est atteint aujourd'hui? Heureusement, je suis venu ici avec des responsables de la filière porcine. La viande de porc est la 3e viande la plus consommée en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut dire aussi qu'au niveau même mondial, la viande de porc est la viande la plus consommée. 115 millions de tonnes. Mais en Côte d'Ivoire, ici, comme je vous l'ai dit, en 1996, il y a eu la peste porcine africaine qui a décimé nos élevages. Et c'était plus de 17 milliards de francs CFA de pertes. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la peste porcine au niveau de San Pedro. Nos services sont intervenus efficacement pour éradiquer la maladie. Et plus tard après, en 2017, c'était au tour de certaines localités du Nord d'être atteintes de cette maladie. Nous avons fait des efforts aussi et chaque fois, l'État de Côte d'Ivoire est intervenu pour indemniser de façon partielle ces éleveurs. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons mis en place, quand vous allez du côté de Aboville, nous avons mis en place une structure de développement de la filière porcine à travers l'amélioration génétique qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu distribuer 200 porcs aux éleveurs pour faire de la multiplication. Et je crois que tout à l'heure, on était ensemble avec nos services. Lorsque nous avons fait le point, nous avons vu aussi qu'à ce niveau-là, il y a des efforts qui sont faits. Mais il y a des grands éleveurs au niveau de la Côte d'Ivoire qui font des prouesses dans le domaine de la filière porcine. Mais il faut que les Ivoiriens aussi s'intéressent à la viande de porc. Généralement, on dit que la viande de porc n'est pas une bonne viande, alors que c'est l'une des meilleures viandes au monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de graisse. Vous allez être surpris, parce que la graisse, la graisse n'atteint pas la chair. Vous allez trouver la graisse au-dessus, et lorsque vous enlevez la graisse, tout ce qui est en dessous, c'est de la viande blanche. Et donc, cette viande-là mérite d'être connue, et c'est pour cela que vous avez vu qu'on a installé des structures gabichot dans 8 localités du pays, en particulier à Yopougon, pour vulgariser la consommation de la viande de porc. C'est un élevage à cycle court, parce que quand vous vous engagez dans cet élevage-là, vous ne pouvez que réussir parce que la multiplication est nette. Et on n'a pas besoin d'avoir 10 truies et puis un mâle pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on escompte. Il suffit seulement d'avoir un mâle et 2 femelles pour qu'au bout, par exemple, d'une année, on ait une production assez importante. Donc, à ce niveau-là, je lance aussi un appel aux Ivoiriens. Vous dites qu'ils ne s'intéressent pas, les Ivoiriens ne s'intéressent pas vraiment? Bon, ils s'intéressent, mais vous savez qu'il y a des tabous qui font que tout le monde ne consomme pas la viande de porc. Absolument. Donc, je comprends mieux. Nous allons maintenant, avant de passer au deuxième point, nous allons rejoindre Régis Kofi au studio B pour recueillir les premières réactions des téléspectateurs, les premières questions. Régis Kofi, bonsoir. Bonsoir Lassine Fofana, bonsoir à toutes et à tous. Le décor est planté et le premier qui a réussi à nous joindre au téléphone est M. Alfred Yao de la Riviera.
Est-ce que quelqu'un qui souhaite faire de l'élevage et qui crée une entreprise en ce sens est obligé d'avoir un agrément du ministère des Ressources animales? C'est sa question. Le deuxième volet justement de sa question, est-il possible de bénéficier d'un appui du ministère? Monsieur Kofi qui nous appelle de Treichville, sa préoccupation, qu'en est-il du projet Un coq 10 poules? Et si le projet est en cours, comment en bénéficier? Monsieur Seydou Traoré, Amman, ne comprend pas pourquoi notre pays importe la viande alors que nous avons les potentialités pour élever les animaux sur place. Monsieur Nguessan, Franck, lui, souhaite que le centre de formation d'élevage au sein du ranch de la Maraoué soit à nouveau opérationnel, puisque pour l'instant, le centre, certes, a été réhabilité, mais n'accueille aucun étudiant. Et puis la dernière intervention est celle de M. Yao Michel à Diego Nifla qui nous apprend que là-bas, les bergers font promener leurs bêtes sur les voies publiques, créant d'énormes dégâts. Très bien, Régis Kofi. Monsieur le ministre, vous avez entendu, vous avez déjà répondu à une des questions, mais le reste reste encore d'actualité. Appui du ministère, un coq 10 poules, voilà, faut-il une autorisation du ministère? Tout à l'heure, lorsque nous serons au niveau de la filière volaille, nous allons faire le développement concernant le projet de un coq 10 poules. Mais l'un des intervenants a parlé d'agrément. Est-ce que pour faire un élevage, on a besoin d'agrément? C'est vrai, vous avez vu qu'il y a des élevages anarchiques qui se font partout. Vous allez dans un village, vous voyez des fermes qui se créent. Et à un moment donné, de 2012 à 2014, nous avons procédé au recensement de l'ensemble des élevages en Côte d'Ivoire et également des éleveurs. L'objectif, c'est de savoir qui fait quoi dans le domaine des élevages au niveau de la Côte d'Ivoire. Et dans le cadre de la loi que nous avions adoptée en ce qui concerne la loi sur la transhumance et le déplacement de bétail, il y a des dispositions qui vont nous permettre d'appliquer certaines règles parce que ne vient pas à l'élevage qui veut. Il faut d'abord s'assurer que l'espace même qui doit accueillir les animaux est un espace propice à cela. Et nous avons les services vétérinaires qui font ce travail. Donc si vous voulez faire de l'élevage, vous venez à nos services. Il y a les directions centrales qui sont là. Il y a la direction des élevages. Il y a la direction des services vétérinaires. Vous venez, ils vont vous orienter et ils vont vous dire ce qu'il faut faire pour atteindre l'objectif que vous visez. Donc à ce niveau-là, c'est la réponse que je puis donner. Est-ce qu'au niveau de notre ministère, il y a des appuis? Vous avez vu, avec l'élément que vous avez passé, que PADECI a installé des jeunes éleveurs. Mais nous n'installons pas n'importe qui. Il y a des critères dus. Donc si vous remplissez les critères, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse intervenir pour vous aider. Mais les moyens aussi sont limités. Parce que l'État fait des efforts dans plusieurs domaines d'activité. On ne va pas seulement donner tous les moyens à notre ministère pour faire face aux besoins de tous ceux qui veulent faire de l'élevage. Il y a des gens qui commencent, nous pouvons les appuyer en développant leur élevage, mais ceux qui ne disposent de rien et qui s'adressent à nous, nous faisons aussi des études pour voir s'ils sont éligibles ou pas. Et puis, en la matière, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'élevage bovin, il y a aussi l'élevage au niveau de la filière volaille, avec des structures aussi qui sont là, telles que le projet d'appui
sinon de relance à la filière avicole. Et il y a un fonds de garantie qui permet aussi d'installer des jeunes qui veulent s'adonner à l'élevage. Donc, il suffit de venir au niveau de notre ministère, des indications vont être données pour permettre à chacun d'être situé sur les différents appuis que nous donnons au niveau de notre ministère. Très bien. Nous allons aborder le deuxième point. Certainement, nous allons revenir sur certains autres éléments d'ici la fin de cette émission. Mais rappelez-vous que depuis quelque temps, l'abattoir de Port-Boué à Abidjan peut se targuer d'être aux normes modernes. Plus de 17 milliards de francs CFA ont été investis par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité sanitaire lors de l'abattage des bovins. Et pour en savoir davantage, suivant le reportage de Chris Diomandé et de Flora Balogueil. Les locaux de cet abattoir, vieux de plus de 50 ans et conçu pour 500 000 habitants, répondent aujourd'hui aux normes ultra-modernes. Dans peu de temps, l'ouvrage sera livré. Nous sommes au niveau du parc de stabilisation qui constitue vraiment l'espace où les animaux vont se reposer avant de pouvoir aller sur la salle d'abattage. Donc nous avons 35 box ici, chaque box pouvant contenir de 25 jusqu'à 40 bovins, ce qui peut nous faire plus de 1200 bovins par jour. Cet édifice comprend les 3 compartiments requis pour conduire la sécurité sanitaire des animaux à abattre et assurer la qualité de la viande qui se retrouve dans nos assiettes. Avant, pour faire l'abattage, on demandait il faut attraper la tête, il faut bien attraper la patte. Ça serait vraiment de vieux souvenirs. Maintenant, c'est le piège à comptation automatique qui fait la comptation tout seul. Et le piège bloque l'animal, l'immobilise. Nous pouvons abattre de façon simultanée sur les 2 chaînes. On prend une chaîne, on attache à la patte de l'animal et avec l'appareil technique, on le fait monter. À partir de ce moment, tout le travail se fait en hauteur. Et ce poste-là, c'est le poste de transfert. C'est là que ces crochets que vous voyez là-bas, ces crochets vont venir remplacer cette chaîne. Chaque fois qu'on finit avec un animal, il y a un petit lavabo qui vous permet de nettoyer le couteau et de passer à un autre animal. Ces tambours que vous voyez, c'est des appareils avec lesquels vous pouvez monter. On monte. Une fois en hauteur là-bas, ces chaînes-là, on va les attacher au bout des pattes postérieures où on a enlevé la peau. Et l'appareil va tirer la peau. Ça, c'est le poste d'éviscération. Avant de passer de là à là, vous avez un petit appareil ici, jaune en haut. Là, on va mettre une scie qui sera moins grande que la scie de fente. Cette scie-là va permettre d'ouvrir au niveau de la poitrine. Ça nous permet de récupérer tout ce qui est à bas rouge. Après ça, on vient au poste d'éviscération. Cet appareil qui va les vider de façon automatique. Le contenu des tubes digestifs va passer dans ce gros tuyau pour aller directement dehors dans un autre appareil qui va séparer tout ce qui est liquide, tout ce qui est solide. Tout ce qui est liquide va descendre directement dans ce tuyau qui va sortir ici pour aller directement, pour être récupéré. On a prévu la mise en place d'une station d'épuration qui allait directement là-bas. Tout ce qui est solide va sortir dans ce gros tuyau que vous avez en haut. Ce qui sort est complètement sec. Une fois qu'on aura mis ces appareils en marche, on ne va plus utiliser ni des machettes ni des haches pour faire la fente. Ça se fera automatiquement avec cette scie. Nous sommes au poste de l'inspection vétérinaire. Après les différentes étapes de l'abattage, ça se pose que le vétérinaire décide si cette viande qui est arrivée à son niveau est propre à la consommation ou bien n'est pas propre à la consommation. Si toutefois, il se rend compte que la carcasse présente des lésions, on a une salle là-bas qui s'appelle la salle de saisie. Une fois qu'une carcasse rentre là-bas, elle ne peut plus être consommable, elle doit être détruite. La chambre froide, ultra-moderne, pour la bonne conservation de la viande est testée depuis quelques jours et tout semble bien se passer. C'est une salle qu'on est en train d'essayer. Si vous limitez votre appareil à la température que vous souhaitez,
vous risquez d'être au-dessus. Donc on les fait descendre jusqu'à -2. Notre souhait, c'est que la température reste entre 5 et 7 degrés. À cette température, la plupart des micro-organismes, leur multiplication est bloquée, si jamais il y en a. Là aussi, la viande n'est pas surgelée, parce qu'une viande fraîche ne doit pas être congelée, on ne doit pas descendre en dessous, on ne doit pas avoir des températures négatives. Ces travaux estimés à 17 milliards de francs CFA comprennent également le bitumage du site et la réhabilitation du centre commercial. Ces réaménagements pour donner fière allure à ce qui est décrié avec force depuis des décennies par les populations comme pas digne de la capitale économique eu égard au manque d'hygiène qui y régnait en maître. L'ouvrage est achevé à 98%, les 2% restants sont à mettre à l'actif des travaux de finition. Si côté avancement des travaux, la satisfaction se lit sur les visages des responsables de l'abattoir de Port-Bouët, une zone d'ombre vient assombrir ce tableau peint aux couleurs d'une sécurité alimentaire et animale annoncée. Il s'agit de l'abattage clandestin. Au moment où l'État se bat pour mettre à la disposition de la population un outil, il y a des individus qui font de l'abattage clandestin et qui mettent cette viande-là sur le marché. Non seulement cette viande n'est pas abattue dans les meilleures conditions, mais cette viande n'a pas suivi d'inspection. Après avoir mis cet outil à notre disposition afin que nous puissions produire de la viande de qualité, que nous puissions aussi avoir les moyens pour pouvoir lutter contre l'abattage clandestin, qui est un fléau qui vraiment pose beaucoup de problèmes de santé publique, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, scientifiquement, c'est connu que plus de 60% des maladies que nous, les êtres humains, nous avons proviennent du monde animal. Monsieur le ministre, justement, cette dernière idée nous fait penser à une chose. Lorsque nous étions en train de tourner ce reportage, parce que nous avons justement vécu en Côte d'Ivoire des crises sanitaires, ça laisse vraiment, ça traumatise certaines personnes. Quelqu'un nous a dit oui, Port-Bouët, c'est bien, mais est-ce que vous pouvez nous rassurer aujourd'hui que la qualité des aliments mis à notre disposition ne pose pas problème? Vraiment, je vous pose la question comme je l'ai entendu, parce que je le pense aussi, des fois. Il n'y a pas longtemps, nous avons vu sur les réseaux sociaux des images qui étaient présentées comme quoi elle émanait de l'abattoir de Port-Bouët. Nous y sommes allés et nous avons fait faire un reportage que vous avez présenté. Au journal, et oui, ça a coupé le caquet à tous nos détracteurs. Même quand on n'aime pas l'antilope, il faut admirer sa course. Qui pouvait croire que l'abattoir de Port-Bouët pouvait connaître un tel résultat? Mais la réhabilitation de cet abattoir a obéi à plusieurs étapes. D'abord, il y avait le parc à bétail, les petits ruminants comme les gros ruminants. Tout a été réhabilité. Après, nous avons réaménagé l'espace boucherie. Quand vous y êtes allé, vous avez vu que désormais, chaque boucher a un domaine dans lequel il opère, et bien aménagé, bien entretenu aussi. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de l'abattage des animaux. Avec tout ce dispositif que vous venez de voir, ce sont des efforts qu'il faut saluer. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et le Premier ministre sont au travail. Et nous voudrions profiter de ce micro pour leur dire merci de nous avoir permis d'atteindre ce résultat. Et dire merci aussi au gouverneur, M. Mambé, qui, dans le cadre de partenariat public-privé, a pu permettre que nous ayons une telle structure au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit aussi qu'il y a des abattoirs qui ne respectent pas les normes. Bon, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas tout faire à la fois. D'ailleurs, il y a un autre abattoir qui va être construit au niveau d'Ayama, l'abattoir Abidjan-Ayama, mais qui va bouleverser les donnes, parce que c'est un abattoir ultra moderne qui va être érigé. Monsieur le ministre, sur l'abattoir de Port-Bouët, oui, c'est encore un projet.
Ça veut dire qu'on n'a pas encore abattu les animaux là. Non. Ça veut dire que la viande qu'on consomme actuellement est encore dans les... Enfin. Les animaux sont abattus là-bas, et pas dans les mêmes conditions que ce que vous avez vu au niveau des sites qui n'existent même pas. Parce que les gens, vous avez vu tout à l'heure, les animaux qui sont trimballés par-ci, par-là. Mais ce n'est pas au niveau de l'abattoir de Port-Boué. Il y a des abattoirs qui sont... À quel moment cet abattoir va être ouvert? C'est-à-dire que ce site ultramoderne va être ouvert. À quel moment? On a presque fini. Vous avez dit presque, mais... Ah oui, mais vous avez vu, bientôt nous allons procéder à son inauguration. Vous avez vu qu'au niveau de l'espace boucherie, il y a eu un travail qui avait été fait. Le Premier ministre, à l'époque, 17 milliards investis. Est-ce que ça ne fait pas craindre une hausse des prix du kilo de la viande? Bon, moi, je ne parle pas de prix. Moi, je suis là en tant que ministre des Ressources animales et halieutiques. L'objectif de mon ministère, c'est d'approvisionner le marché. Suffisamment pour que les prix soient bas? Pour que les prix soient bas. Maintenant, quant au prix, il y a un ministère qui se charge de ça. Oui, mais vous êtes celui qui investit 17 milliards. Oui, donc... mais non, ça, je voudrais rendre à César ce qui appartient à César. Je dis c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le district d'Abidjan a la tutelle financière des abattoirs. Et je profite de l'occasion pour vous dire que dès qu'on voit des difficultés au niveau des abattoirs, c'est notre ministère qui est indexé. Bien sûr. Mais depuis 1986, il y a eu la loi sur les transferts de compétences. Et donc, les abattoirs sont gérés par les communes et le district d'Abidjan, pour ce qui concerne Abidjan. Nous ne sommes pas les gestionnaires des abattoirs. Tout ce que nous faisons, c'est que nous avons nos agents qui y vont pour faire les inspections et qui également essaient de vérifier si tout obéit aux normes. Sinon, la tutelle financière, ce sont les mairies. Et en ce qui concerne l'abattoir de Port-Boué, c'est le district qui en est également le gestionnaire. Nous affectons des agents pour y travailler. Bien sûr. Mais soyez rassurés, tout ce que nous consommons est inspecté par nos services. Bien sûr, si vous allez acheter de la viande issue des abattoirs ou bien des abattages clandestins, c'est sûr que nous ne pouvons pas prendre cette responsabilité. Mais les consommateurs ne peuvent pas le vérifier. Ils ne peuvent pas savoir d'où ça vient. Oui, mais moi-même, je ne peux pas vérifier. Si quelqu'un je pense qu'il appartient au ministère. Si quelqu'un va dans la broussaille abattre un animal, comment vous voulez que nous, nos services, puissent y aller? Il y a des sites qui sont homologués et où nos services vont pour opérer ces inspections. Est-ce qu'il y a des saisies quand on découvre que... Mais il y a toujours eu des saisies. Il y a toujours eu des saisies. D'ailleurs, quand l'animal présente des anomalies, si on sent que l'animal est malade, mais sa viande ne va pas à la consommation. Est-ce que le ministère sait qui approvisionne, par exemple, le marché Bagnon à Yopougon? Est-ce que la viande vient de Port-Boué ou bien c'est abattu quelque part ailleurs? Qu'est-ce que le ministère en sait? C'est ce que je suis en train de vous dire. Dans les abattoirs, les animaux sont abattus. Si vous allez dans la broussaille pour abattre votre animal, moi, en tant que ministre, je n'ai pas un don pour pouvoir détecter tous les sites anarchiques qui existent en Côte d'Ivoire. Le ministère devrait avoir des agents qui veillent à cela? Oui, mais on a des agents qui sont au niveau des sites reconnus. Mais les agents ne peuvent pas aller dans la broussaille pour savoir qu'est-ce qu'on y fait. Alors, monsieur le ministre, à quel degré donnez-vous une garantie à un consommateur que le produit qu'il va consommer ne lui créera aucun problème? Mais nous sommes, on n'a qu'à se dire les vérités. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, dites-moi à quel moment on a parlé de contamination due au fait de l'insécurité alimentaire des produits animaux ou des produits halieutiques. Lorsque, par exemple, il s'agit
de l'importation de viande. Avant même que le produit n'arrive, il y a des certificats sanitaires qui sont délivrés, qui accompagnent le produit. Lorsque les produits arrivent ici, il y a des prélèvements qui sont faits, qui sont analysés dans nos laboratoires. Une fois que le produit peut être consommé, on délivre des certificats de salubrité. C'est ce qui existe partout dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en marge de cela. Tous les produits que vous... même aujourd'hui, ce que vous devez vous dire, depuis la production jusqu'à la distribution finale, à toutes les étapes, nos services veillent au grain, font des inspections, et c'est sur la base des inspections que le produit est mis sur le marché. En fait, je pose la question parce que j'étais en train de me demander quelles dispositions vous prenez vraiment pour assurer la santé animale. Parce que des fois, comme si la grippe aviaire, la peste porcine, vous avez surpris. Ce sont des maladies animales qui existent. À tout moment, il peut y avoir des alertes sanitaires. Et nous avons des équipes qui, dans le cadre de la surveillance épidémiologique, jouent aussi leur rôle. Dès que nous constatons la survenue d'une maladie dans un secteur tel que la filière volaille ou la peste porcine africaine, mais les équipes vont circonscrire les zones concernées par la maladie. Quand il s'agit de la volaille, on procède d'abord par des abattages pour ne pas que la maladie se propage. C'est la même chose pour les porcs. Mais soyez rassurés, une fois que c'est fait, mais il y a la désinfection qui est faite. Et nous veillons à ce que les produits ne puissent pas être déplacés dans d'autres localités. Vous avez vu que nous avons étouffé la grippe aviaire. Nous avons également éradiqué la peste porcine africaine. Ce sont des maladies, c'est comme l'homme. À tout moment, on peut tomber malade. Mais chaque fois qu'on tombe malade, nous allons à l'hôpital, on nous soigne. Quand on est guéri, on nous demande de faire attention. Et c'est ce que nous faisons aussi pour les animaux. Auguste, une question sur ce dernier point, afin que nous puissions changer pour parler pêche. Non. Très bien. Nous allons entrer en contact avec Régis Kofi ici. Bien entendu, il a encore des questions. Régis Kofi, est-ce que vous avez pu recueillir certaines questions de l'extérieur? Oui, c'est tout juste deux questions. À commencer par Monsieur Koné Amidou de Daloa, qui nous amène poser la question de savoir est-ce que le ministre a une politique de construction d'abattoirs modernes dans les grandes régions de Côte d'Ivoire, à l'image de celui de Port-Bouin. Et puis la question de Sokodougou Mamadou, qui nous a appelé de Boaké. Il a investi dans l'élevage de bovins à Toumoudi. Il nous fait savoir que dans cette région, il y a des vols de bêtes. C'est une situation qui est très préoccupante pour lui. Et il demande au ministre de faire quelque chose en ce qui concerne la sécurité des bêtes. Nous allons nous en tenir à ces deux questions rapidement avant d'aborder le troisième point. Construction, on a eu un début de réponse. Construction d'abattoirs à travers l'ensemble du pays, vol de bêtes. Je vous l'ai dit, le ministère des Ressources animales et halieutiques n'a pas en charge la gestion des abattoirs. Donc, ce n'est pas le ministère qui construit des abattoirs. Une proposition en vue dans ce sens, non? Les mairies qui doivent en réalité construire des abattoirs. Et en la matière, il y a des mairies qui l'ont fait. Mais il y a aussi des promoteurs et qui sont dans le domaine donc, de la filière bétail qui également construisent des abattoirs. Quand vous allez à Ferké, il y a un abattoir ultra moderne qui est construit par des Italiens. Vous allez à Jacquesville, c'est la même chose.
notre ministère ne dispose pas des moyens conséquents pour construire des abattoirs. Même si on a des moyens, notre vocation n'est pas de construire des abattoirs qui ne sont pas sous notre tutelle. Je vous ai dit que la tutelle technique, c'est le ministère des Ressources animales, mais la tutelle financière, ce sont les mairies, c'est le district d'Abidjan, mais nous travaillons en collaboration. Absolument, c'est comme cela que nous avions compris. Mais nous nous posions quand même la question de savoir, en tant que premier responsable du département, est-ce que si vous sentez le besoin, vous pourrez attirer l'attention de ceux qui, techniquement, pourraient construire cela? Oui, justement, mais c'est pour ça que je dis, dans le cadre d'un partenariat public-privé, même quand on doit construire un abattoir, ce sont nos services qui vont pour faire des inspections. Une fois que l'abattoir est construit, ce sont nos services qui également vont recevoir l'outil pour savoir si cet outil-là répond aux normes internationales. Très bien. Nous allons parler maintenant de la productivité de la pêche en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, c'est le troisième point. Il manque du poisson en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas qu'il manque du poisson. Il y a un déficit, c'est impensable. Le poisson est la protéine la plus consommée en Côte d'Ivoire. Oui, mais il manque quand même du poisson. Oui, mais les régions sont mal desservies. Sur le marché, il y a du poisson. Est-ce que ce poisson que nous consommons provient de la production locale ou bien provient d'ailleurs? Je crois que c'est cette question que vous devez plutôt me poser. Mais c'est justement, je crois, vous l'avez très bien compris, c'est de cela qu'il s'agit. Vous devez savoir, moi je veux vous faire savoir que chaque fois je vous ramène à où nous étions et au moment exact où nous sommes arrivés. En 2011, notre production locale en matière de ressources halieutiques était de l'ordre de 49 000 tonnes. Aujourd'hui, nous en sommes à 101 000 tonnes. Voyez donc un autre bond prodigieux qui a été fait. Mais cela ne permet pas de couvrir les besoins au niveau national. Et la différence, ce sont les importations. Mais quelle est la politique que nous mettons en place pour mettre fin aux importations? Mais qu'est-ce que vous faites pour mettre fin aux importations? D'abord, c'est d'attirer les investisseurs à venir en Côte d'Ivoire. Donc, une porte est ouverte grâce à laquelle ils peuvent arriver, puisqu'il y a des facilités qui sont données. Mais vous voyez, notre flottille au niveau local est vieillissante. Et ça ne nous permet pas de pêcher convenablement. Dieu merci, nous avons des accords de pêche avec l'Union européenne qui vient pêcher dans nos eaux et qui, en compensation, appuie la Côte d'Ivoire à développer la pêche et l'aquaculture. D'accord. Qui sont quand même des domaines privilégiés. Nous avons également la pêche artisanale qui ravitaille nos marchés. La pêche artisanale se fait en mer, elle se fait en lagune, elle se fait de façon continentale, ça veut dire dans les fleuves, dans les lacs et dans les barrages. Mais la production ne peut pas suffire pour tous les Ivoiriens. C'est pour cela que nous sommes tenus de faire de l'importation. Alors, monsieur le ministre, sur la question de la pêche, on a ouvert, je crois, le débarcadère de Mohamed VI. Et aujourd'hui, quel bilan faites-vous de cet ouvrage qui a été mis en place? Bon, nous avons d'abord 2 débarcadères qui ont été construits par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste.
nous sommes allés au Maroc. Et le souci du président de la République, c'est de faire en sorte qu'il y ait une coopération sud-sud. Et dans le cadre de cette coopération, nous avons pu bénéficier d'abord du débarcadère de Lokoyoro, qui a été conçu, et après, le débarcadère de Grand Laou. L'objectif de ces débarcadères, c'est de pouvoir d'abord rentabiliser la pêche au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que figurez-vous qu'il y a des outils précieux qui y sont. Il y a des chambres froides, il y a des fours améliorés pour le fumage des poissons. Il y a également toutes dispositions qui sont prises pour permettre aux consommateurs de disposer de poissons vraiment de qualité et en abondance. Mais si vous êtes informé que les dames qui y sont parties ont fui le coin? Ils n'ont pas fui. Nous avons des problèmes de ravitaillement de marché parce que les pêcheurs qui avaient leurs habitudes d'aller déverser le poisson à Bobo Doumé font de la résistance. Nous avons négocié pour que ces pêcheurs-là arrivent, mais ils ont posé des conditions. Sur la base des conditions posées, nous avons introduit au gouvernement une communication qui, bientôt, va régler leurs problèmes. L'un des problèmes, c'est la présence de la base navale. Et il semble que les marins trouvent que ce n'est pas sécurisant pour eux que les pirogues des Fanti là, passent devant leur base tous les jours. En tout cas, je n'ai pas connaissance de cela. C'est ce que tout ce que nous savons, c'est que les pêcheurs avaient des engagements avec les populations d'Abobo Doumé. Donc, en abandonnant le site d'Abobo Doumé au profit du nouveau site, il y a des manques à gagner qu'il faut régler. Et c'est ce que nous sommes en train de régler. Mais par ailleurs, il y a d'autres opérateurs économiques qui veulent ravitailler donc, ces débarcadères-là. Nous sommes en train d'y travailler et très bientôt, vous allez voir. Dans tous les cas, il y a toujours eu des réticences au départ. Mais progressivement, les choses vont s'arranger. Moi, j'étais au Maroc. Ils sont partis d'un débarcadère. Aujourd'hui, ils sont à 42 débarcadères. Nous avons commencé par un, nous sommes à 2. Et aujourd'hui, le Japon est en train de nous construire un autre débarcadère à Sassandra. C'est dire que progressivement, les choses vont s'arranger. Et très bientôt, toute la Côte d'Ivoire ira à Lokoyoro s'approvisionner en protéines. Mais le site d'Abobo Doumé, considéré comme insalubre, continue de fonctionner. Oui, mais non, quand vous dites considéré comme insalubre, avant l'avènement de ce débarcadère à Lokoyoro, oui, c'est là-bas que tout le monde partait. Mais il y a aussi des services qui sont là-bas, qui font des inspections des produits halieutiques. Et nous avons même, avec la coopération avec la FAO, nous avons mis aussi des fous FAO Tiaroy, dont l'objet est de fumer le poisson dans des conditions vraiment saines. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, sur la pêche, la Côte d'Ivoire peut garder son leadership? Parce que vous ne le dites pas suffisamment. Tout à l'heure, on parlait des déficits. Vous parlez très peu de la pêche illicite qui a un impact incroyable. Jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à faire face à cela? Mais la pêche illicite est un drame pour toute l'Afrique, même pour le monde. Il y a des bateaux pirates qui viennent pêcher dans nos eaux sans moyen de disposer d'une autorisation. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, avec les accords de pêche que nous avons avec l'Union européenne, nous avons mis en place un système de surveillance satellitaire. Aujourd'hui, lorsque nous sommes dans nos bureaux au niveau du service de pêche, nous sommes à mesure de détecter tous les bateaux pirates qui sont dans nos eaux et qui pêchent de façon frauduleuse. Mais Dieu merci, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a mis à la disposition de la Côte d'Ivoire 4
bateaux patrouilleurs, 4 navires patrouilleurs. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, lorsqu'on pêche de façon illicite dans nos eaux, que vous êtes détecté à partir de notre système de surveillance, ces bateaux-là peuvent vous poursuivre. Et nous travaillons de concert avec la Marine nationale. Et il n'y a pas longtemps, nous avons fait des opérations de surveillance de nos eaux et nous avons contrôlé 100 bateaux. Et 20 bateaux ont été arraisonnés, qui ont payé des amendes de l'ordre de 120 millions. Mais cela ne pouvait pas se faire. C'est pour cela que je dis que le travail du gouvernement, ce n'est pas seulement aussi dans le domaine des routes, dans le domaine de la santé avec des bâtisses qui sont érigées par-ci, par-là, mais le président de la République aussi travaille dans tous les secteurs d'activité, y compris le nôtre. Alors, il ne nous reste plus que 15 minutes. Nous allons passer donc à un autre point. La production halieutique en Côte d'Ivoire, la pêche, la pisciculture, y compris, ne dépasse pas les 80 000 tonnes. 5% de la production provient de la pisciculture. Et cette production ne couvre que 20% des besoins de la Côte d'Ivoire. Les stations d'alevinage de Jacquesville et de Montpellier sont 2 centres qui se sont donnés pour mission de produire des alevins de qualité en quantité suffisante pour, en destination des pisciculteurs. Le reportage de Sita Soro et nous allons commenter par la suite. Aujourd'hui, jour de reproduction pour les poissons de la station aquacole de Jacquesville. Tôt le matin, les silures géniteurs sont sortis des enclos et cages puis sélectionnés pour la reproduction. Ce poisson de sexe mâle sera mis dans une nid de ponte. Cependant, pas avec une femelle pour être accouplé, mais tout seul. La reproduction chez les silures se faisant autrement. D'abord, on fait la sélection des mâles et des femelles. On les conditionne. On va faire une injection d'hormones bien dosée à la femelle. Après avoir véritablement vérifié les ovocytes, la qualité des ovocytes, on fait les injections adéquates aux femelles. On leur donne un temps de latence qui est fonction de la température. Et puis après, on va faire un stripping pour recueillir les ovocytes. Ensuite, on sacrifie le mâle. On recueille ces gonades. On fait une insémination artificielle. Et puis, on va faire l'incubation dans des auges. Un processus à 3 niveaux afin d'obtenir des larves de qualité et en quantité suffisante. La station de Jacquesville, couvrant une superficie de 2 hectares, est spécialisée dans la production d'alevins, de mâchoirons et de silures. Sa capacité de production est estimée à 1 million d'alevins par reproduction. L'idée, c'est de produire des alevins destinés aux pisciculteurs nationaux et même internationaux. Ici, nous avons 2 espèces de poissons qui sont élevées, mais en même temps, dans les espèces de silures qui sont produites, nous avons 2 souches. Nous avons Heterobranchus longifilis, qui faisait déjà l'objet d'un élevage ici. Désormais, nous sommes en train de chercher à reproduire Clarias garipenus, qui est vulgarisé dans la sous-région. Et en plus de cela, nous avons le mâchoiron qui est produit et qui a l'identité de cette station. L'objectif de cette station, c'est d'abord de fournir des alevins, c'est-à-dire du matériel biologique aux pisciculteurs privés qui n'ont pas les moyens de s'offrir cette technique. Ensuite, d'assurer la formation des acteurs de la pisciculture et de vulgariser certaines techniques de levage. À la station d'alevinage de Mopoyem, localité située à 10 km de Dabou, une spécialité, l'élevage de poissons tilapia. En plus de l'élevage, ce centre est destiné à la recherche. Le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire, PREPICO, est une initiative du ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec l'agence japonaise de la coopération internationale JICA. Ce projet vise à contribuer à améliorer la production piscicole nationale. C'est un projet qui a pour objectif de mettre en place les bases de la relance de la pisciculture. Et donc ce projet, de façon spécifique, doit permettre d'élaborer un plan d'action national
pour le développement de la pisciculture sur une dizaine d'années. Le Prépico s'exécute en 7 projets pilotes. À la station d'alevinage de Mopoyem, 3 sur 7 projets pilotes sont en cours d'exécution. Le premier projet pilote, il s'agit de faire la reproduction et l'élevage larvaire. Donc c'est la production d'alevins monosexes mâles de tilapia. Nous produisons à peu près 50% de mâles et de femelles après une reproduction. Et les femelles n'ont pas une très bonne croissance. Nous avons donc décidé d'obtenir que des mâles à partir d'inversion hormonale. Et ça permet d'avoir jusqu'à 95% au moins de mâles à élever. Donc nous augmentons ainsi la production en quantité. Le projet pilote numéro 2, il s'agit de trouver les aliments les meilleurs pour les poissons. Même si on a de bons alevins et que l'aliment n'est pas bon, nous ne pourrons pas obtenir de bons poissons. Donc là, nous comparons 2 types d'aliments, les aliments flottants et les aliments non flottants. Et le 3e test, nous essayons d'améliorer la quantité que nous pouvons avoir dans un étang. Nous sommes en train d'expérimenter là une méthode qui est, dans un étang, de creuser un peu plus en profondeur et d'installer des cages fixes. Alors que dans les cages, on peut aller jusqu'à 50 poissons au mètre cube. Le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire est aujourd'hui très déficitaire et ne parvient pas à couvrir les besoins nationaux. Des besoins chiffrés à hauteur de 500 000 tonnes, alors que la production nationale n'est que de 5 000 tonnes par an en pisciculture. Le projet de relance de la production piscicole continentale en Côte d'Ivoire Prépico vise à atteindre l'autosuffisance en poissons en Côte d'Ivoire. Nous devons passer de 5 000 tonnes aujourd'hui à 200 000 tonnes de produits. Mais c'est possible. C'est très ambitieux, mais c'est possible grâce à ce plan stratégique, à tout ce que le ministère met en place. Nous avons donc, le ministère s'est doté d'un cadre réglementaire et législatif approprié. Et avec le plan d'action pour le développement de la pisciculture, le plan DEP qui a été élaboré et les directives techniques, nous pourrions donc y arriver au bout de 10 ans. Cependant, sur le chemin de l'autosuffisance en ressources halieutiques, que d'embûches. La station piscicole de Jacquesville, à elle seule, a enregistré depuis 1999 plus de 90 tonnes de pertes. Pour cause, les coupures intempestives d'électricité et souvent la qualité de l'eau. Depuis 1999, il y a eu des modifications de l'environnement lagunaire. C'est-à-dire les paramètres de l'eau changent et puis on enregistre de fortes mortalités dans les poissons élevés. Mais en plus, les coupures de courant sont très fréquentes et récurrentes à Jacquesville. Alors que nous avons une station sur laquelle les poissons sont alimentés en eau par des pompes électriques. Donc il faut que ces pompes-là tournent 24 heures sur 24. Dès lors qu'il y a une coupure, vous avez juste 1 heure dans la nuit pour régler le problème et 2 heures dans la journée pour dépanner. Sinon, vous perdez vos stocks. Débuté en 2016 pour une durée de 3 ans, le Prépico est prévu prendre fin cette année 2019. Les résultats permettront d'élaborer des directives techniques pour le développement d'une pisciculture durable en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, en regardant ce film, en allant à Jacquesville à Montpellier, j'ai envie de poser la question, quelle est la politique pour le développement de l'aquaculture en Côte d'Ivoire? Parce que j'attendais autre produit que seulement le poisson. Et alors que le Brésil vous a tendu la main, nous en avons encore souvenance. Quelle est la politique que vous avez mise en place aujourd'hui? Plus que des mots, la politique est là, sous vos yeux. Vous voyez, ce qui me plaît dans cette émission, c'est que certes, nous répondons à vos questions, mais nous faisons l'effort de vous ramener sur le terrain et de vous permettre de faire le constat des réalisations qui ont été faites. Vous nous félicitez d'être sur le terrain, oui, nous avons compris. La gouvernance du président Alassane Ouattara. Voyez-vous, toutes ces stations d'alvinage n'existaient pratiquement plus avec les différentes crises qui sont intervenues. Mais nous sommes en train de les réveiller et pouvoir produire en quantité suffisante des alevins que nous allons mettre à la disposition des pisciculteurs et des aquaculteurs. Vous avez parlé de Brésil.
en 1972, le président Houphouët-Boigny a mis à la disposition des Brésiliens des tilapias, souches boaké. Ces tilapias ont été développés sur la base, bien sûr, des technologies appropriées. Et au bout de 6 mois, le tilapia peut atteindre 1 kg. Mais lorsque nous sommes allés au Brésil, le ministre brésilien nous a dit que les tilapias dont nous sommes bénéficiaires ici sont arrivés de la Côte d'Ivoire. Mais comme nous avons aujourd'hui le monopole du développement en matière de production de tilapia, nous allons vous rétrocéder les tilapias que vous nous aviez donnés en son temps. Et ces tilapias ont été aéroportés par le ministre lui-même. Il est venu avec 2400 tilapias. Nous les avons confiés au CNRA Boaké, puisque nos stations que vous avez vues là, pratiquement n'existaient pas. C'était après les crises. C'est après que nous avons pu procéder à leur réhabilitation. Aujourd'hui, nous sommes à des millions de tilapias souches brésiliennes. Et tenez-vous bien, le ministre brésilien nous a dit que les mêmes tilapias ivoiriens qui sont partis au Brésil, ce sont ces tilapias-là qu'on a donnés aux Chinois. Aujourd'hui, on parle de carpe chinoise, mais la véritable destination, c'est la Côte d'Ivoire. L'origine. Donc, origine, c'est la Côte d'Ivoire. Et ce que je suis en train de vous dire est d'autant plus important qu'aujourd'hui, avec nos stations d'alvinage, nous sommes enfin en train de faire de la vulgarisation, de faire de la multiplication. Et vous avez vu Prépico dont on a parlé. Ce projet consiste d'abord à installer, il y a eu des projets pilotes dans 10 localités. Nous allons multiplier ces alevins que nous allons mettre à la disposition des pisciculteurs, des aquaculteurs, et nous allons même empoissonner nos lacs, nos fleuves à partir de ces tilapias. C'est ce que le Brésil a fait pour atteindre ce résultat, parce que Dieu a fait que la Côte d'Ivoire a des fleuves, il a un plan d'eau, la Côte d'Ivoire a un plan d'eau extraordinaire, et nous devons, à partir donc de ces productions que vous voyez là, empoissonner nos eaux, et il va arriver un moment où nous allons atteindre notre objectif d'autosuffisance en protéines halieutiques. Très bien, nous avons bien compris cela. Nous allons vous demander, monsieur le ministre, d'aller au Brésil réclamer nos poissons. Mais avant cela, il ne nous reste plus que quelques minutes. On ne peut pas ne pas parler de volaille. Monsieur le ministre, il est presque inconcevable que la Côte d'Ivoire aujourd'hui aille chercher dans les pays autour de nous, sans citer, du poulet. C'est inacceptable pour les Ivoiriens. On consomme le poulet tous les jours. Je crois qu'il faut suivre l'actualité. Parce que s'il est un domaine dont nous sommes fiers, c'est bien dans la filière volaille, qui a connu un véritable pont. Voyez-vous, avec le plan stratégique de développement avicole que nous avons mis en place, l'objectif, c'était en 2020, 60 000 tonnes. Mais nous sommes aujourd'hui en 2019 et nous sommes à 61 000 tonnes de production au niveau de la filière volaille. C'est dire qu'à ce niveau-là, nous avons vraiment un succès. Donc, nous sommes 96%, nous sommes à 96% de notre couverture. Au niveau des œufs, nous sommes à 100%. Donc, il y a c'est-à-dire nous sommes autosuffisants en protéines avicoles et au niveau des œufs. En 2011, la consommation par habitant et par an était de l'ordre de 0,84 kg. Aujourd'hui, nous sommes
à 2,1 kg. Or, l'objectif que nous visions à travers notre plan, c'est d'atteindre 2 kg à l'horizon 2020. Nous avons dépassé cette étape. Et à cela s'ajoute la production traditionnelle, qui est de l'ordre de 17 000 tonnes. Et vous avez vu que nous avons le projet Une femme, un coq, 10 poules, qui aujourd'hui fait des heureuses, parce que nous avons pu installer 1800 femmes. Et ces installations, d'après les résultats obtenus, vraiment doivent être multipliées, parce que les femmes qui en sont bénéficiaires, au bout de 6 ans, au bout de 6 mois de production, ce sont plus de 50 000 francs CFA de bénéfices qui sont générés. Donc c'est dire que dans le cadre de l'autonomisation de la femme et de la lutte contre la pauvreté, c'est un domaine privilégié qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, c'est vraiment la dernière question. Voilà. La toute dernière question. Alors, d'accord, je vais... Oui, la dernière question, parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. D'accord. Alors, monsieur le ministre, quand on prend votre curriculum vitae, ministre des Ressources animales et halieutiques depuis les années 2000, je crois 4 à 5 ans, et depuis 2011, ministre au même poste. Alors, est-ce que vous n'êtes pas fatigué un peu de ce poste? Est-ce que c'est comme... Fofana, je voudrais vraiment poser cette question. Beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi lui, tous les jours, à ce même poste? C'est parce que, grâce à mon ministère, tu manges tous les jours. Vous mangez le matin, vous mangez à midi, vous mangez le soir. Et tout cela est dû à notre ministère. Parce que nous faisons de la production, nous faisons de l'approvisionnement. Alors si mes patrons me laissent à ce poste, c'est parce que quelque part, peut-être, ils estiment que je fais bien mon travail. Mais je rends gloire à Dieu pour cela. Très bien, puisque moi je gère aussi le temps. Monsieur le ministre, pour terminer complètement, quelles sont les perspectives et en même temps votre conclusion pour cette émission, les perspectives véritablement dans votre département? Vous avez vu tout à l'heure tous ces projets que nous sommes en train de réveiller, que ce soit dans le domaine des ressources animales ou dans le domaine des ressources halieutiques. Il y a un champ d'action qui est très vaste. Et nous avons effectivement des perspectives. Les perspectives, c'est de faire de la production intensive afin d'être autosuffisant dans notre secteur d'activité en ce qui concerne toutes les filières. Vous savez, les ressources animales et halieutiques sont d'une importance capitale. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, le matin, on arrive à manger. À midi, on mange. Le soir, on mange. Mais c'est une prescription médicale importante, mais qui est naturelle. Parce que l'organisme a toujours besoin d'être nourri. Quand vous allez dans les restaurants, le plat de résistance, c'est le poulet, c'est la viande de mouton. Les autres ne sont que des accompagnements. Allez-y en Europe, c'est la même chose. Quand vous allez au salon de l'agriculture en France, le secteur qui attire le plus, c'est le secteur élevage. Et je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a compris cet aspect des choses. C'est pour cela qu'il nous donne l'occasion de développer tous les secteurs d'activité, depuis l'élevage jusqu'aux productions halieutiques. Et en la matière, vous avez vu sur le terrain tous ces efforts que font nos agents qui travaillent vraiment bien et qui maîtrisent leur domaine. Vous avez dit tout à l'heure que je suis là, peut-être même que je ne suis pas vétérinaire. Mais Dieu a fait que j'ai des agents
qui réfléchissent et qui mettent à ma disposition des outils. Parce que moi, en tant qu'homme politique, en tant qu'homme d'ouverture, je dois aller à la recherche des moyens pour venir développer notre secteur. Et je profite du micro pour remercier le Japon, qui aujourd'hui est en train de construire un débarcadère et qui a déjà bâti le marché dont le coût est de l'ordre de 17 milliards de francs CFA, présenté sous forme de dons. Mais tout cela est possible grâce au leadership du président Alassane Ouattara, qui ne fait pas que travailler dans d'autres secteurs, mais partout en Côte d'Ivoire, tout est en chantier. Et je crois que l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui de parler des acquis et des perspectives de notre ministère est salutaire. Et je souhaite qu'on ait vraiment le temps, parce que c'est vrai, 90 minutes c'est beaucoup, mais ça ne me permet pas d'aller en profondeur des choses. Un autre rendez-vous sera pris. Revenir un jour pour entrer en profondeur des choses. Très bien. Et vous en faire tout cas, tous les responsables de la RTI sont dans ce studio. Tous les responsables de la RTI sont dans ce studio. Un autre rendez-vous sera pris. En tout cas, merci à vous, Monsieur le ministre Kobena Kwasi Adjumani, ministre des Ressources animales et halieutiques. Merci à vous, Augustin Cuyo, rédacteur en chef du quotidien Notre Voix. RTI 1 c'est terminé pour ce soir. Il a été question de la politique de production animale et halieutique de la Côte d'Ivoire, ses acquis et ses perspectives avec le ministre chargé de la question, justement. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours.